C'est la même chose qui va beaucoup nous toucher dans les agressions et dans les agressions sexuelles sur des mineurs, qui sont des choses qui sont du domaine de l'intolérable. On ne peut pas les imaginer, pourtant elles sont là et elles sont nombreuses. Et on entend un peu de bruit, on s'étonne un peu parce que on a demandé que le pavillon entier soit une scène de crime, donc que personne n'entre en dehors de l'enquêteur, celui qui fait les photos, et de moi-même. Il y a des gouttes qui sont des gouttes de sang qui sont surajoutées, donc il y a bien quelqu'un qui est passé du sous-sol au rez-de-chaussée, et c'est le tueur. Le tueur revenu chercher des armes, en tout cas très équipé comme nous sommes en tenue quasiment de scaphandrier, on n'est pas dans des facilités de se défendre devant quelqu'un qui arrive avec une machette. Donc je suis là pour raconter qu'il est revenu. C'est une chance et surtout qu'il n'ait pas monté plus les marches de cet escalier. Comme quoi la distance entre la vie et la mort, parfois, c'est un escalier. Bonjour Dr Marc. Bonjour Nasrine. Merci d'être là pour le Nouveau Détective. C'est moi. Vous êtes médecin légiste pour les morts et pour les vivants, comme vous l'avez indiqué dans votre livre, où vous racontez un peu sur les affaires dans lesquelles vous avez travaillé. Et médecin légiste, c'est un métier qui n'est pas fait pour tout le monde, qui sort quand même de l'ordinaire. Et ma première question, c'est de savoir comment vous est venue l'envie de devenir médecin légiste. Alors l'envie est devenue par le fait de pouvoir rajouter des compétences médicales à mon parcours de jeune interne, puisque je m'intéressais à l'expertise, aux dommages corporels. Et puis j'ai eu la chance d'être au moment où s'ouvrait la première unité médico-judiciaire à l'Hôtel-Dieu, avec les enseignants de ce diplôme qui ont recruté un peu les jeunes pousses, ce que j'étais à l'époque. Et j'ai découvert là un milieu extrêmement intéressant et une médecine tout à fait extraordinaire. Moi, je m'adressais plutôt à la réanimation, à la toxicologie, réanimation toxicologique, c'était un petit peu l'orientation. Ça a été l'orientation de ma thèse. Et là, j'ai trouvé d'autres éléments et je me suis lancé un petit peu à corps perdu dans cette nouvelle spécialité, puisque à l'époque, elle revenait à l'hôpital et elle est maintenant une spécialité hospitalière. Et est-ce que vos débuts en tant que médecin légiste, ou je dirais plus interne dans la médecine légale, est-ce que ça vous a plu? Comment ça s'est passé? Alors, la médecine légale, elle est très séduisante parce qu'elle est variée. Quand on s'apprête à faire un internat, on va faire un internat de spécialité. Et on pense qu'on va avoir quelque chose qu'on va véritablement bien maîtriser, mais dans un domaine assez étroit. J'avais la chance d'avoir été nommé à l'internat, donc de faire partie de ces gens qui avaient passé le concours, qui l'avaient réussi. Et puis, c'était une médecine qui à la fois me donnait cette spécialité et quelque chose qui était très large, dont j'ai appris après l'existence extrêmement importante, encyclopédique. C'est une médecine qui est extrêmement intéressante parce qu'elle touche un peu à tout et elle nous ouvre tout le temps des horizons nouveaux et c'est assez passionnant. Vous n'avez pas eu d'appréhension? Alors peut-on avoir des appréhensions quand on est un jeune interne qui commence dans une spécialité qui se lance? Non, parce que c'est passionnant et on a la passion. Et puis des appréhensions après ou des chocs, oui, j'en ai eu tout au long de ma carrière. J'ai souvenir, par exemple, de la première autopsie que j'ai dû réaliser, qui était sur une jeune fille noyée, une jeune fille qui pouvait avoir mon âge. Et on imagine bien que le premier coup de scalpel, là, il n'est pas très commode à donner. Donc, ces appréhensions, ces chocs-là, j'en ai eu tout le long de ma carrière, j'en ai encore. Mais il y a aussi un intérêt, une passion et une spécialité qui ouvre toujours de nouvelles portes et qui passionne toujours autant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre la médecine légale sur un mort et sur un vivant? Alors la médecine légale, c'est une médecine qui va s'occuper de tous les constats médico-légaux à faire à la demande du judiciaire, qui peut être un judiciaire très large, ça peut être aussi de la réparation du dommage corporel, donc de l'expertise, ça peut être des procédures civiles, c'est majoritairement des procédures pénales, des procédures où il y a des agressions, des violences, des délits, et puis des crimes,
Et dans les crimes, il y a les crimes de sang et les crimes sexuels, et qui sont maintenant très majoritairement la majeure partie des crimes qui sont jugés en France. Donc on a cet abord de déterminer les lésions, de pouvoir aider judiciairement, et puis des accompagnements qui sont différents, parce que pour l'un, si la victime est décédée, on va avoir à essayer de comprendre ses derniers instants, faire en sorte que notre science, notre technique puisse révéler les derniers instants, pour apporter des éléments judiciaires, pour porter aussi la parole de la victime qui ne peut plus s'exprimer parce que, bien évidemment, une fois décédée, ce n'est pas elle qui va pouvoir s'exprimer. Et puis, sur le vivant, il y a aussi à retenir, à entendre les récits des victimes, à les comprendre, à être là, à être un soutien. Et je dis toujours que dans le titre, c'est important de dire que c'est médecin légiste, avec d'abord médecin, et ensuite légiste, parce que ce rôle-là, il est extrêmement important. Et plus on va dans la carrière, plus on s'aperçoit que le premier mot du terme, il a toute son importance, tout son poids. Vous avez une approche différente avec les personnes que vous auscultez, qu'elles soient mortes ou vivantes? Alors, avec les personnes qu'on examine, bien évidemment, il y a une approche différente, mais il y a toujours la nécessité d'une curiosité, c'est-à-dire d'être capable de comprendre, d'expliquer, d'ouvrir, la nécessité d'une rigueur, parce qu'on est dans des constats médico-légaux, parce que derrière, il y a des sanctions qui peuvent être prises, parce que c'est moi, ou à cause de mes certificats, de mes rapports, que quelqu'un va avoir 10, 15 ans, 20 ans, voire une peine encore plus importante. Donc il y a cette nécessité de rigueur et la nécessité toujours d'un humanisme et d'une humanité quand on prend en considération. Mais la même humanité aussi quand on prend en considération un corps. Il ne faut pas imaginer que le légiste, il arrive en mangeant des bonbons au-dessus du cadavre et en racontant des grosses âneries. Il a toujours la notion que c'est un être vivant qui est là. Et puis le fait d'intervenir, par exemple, sur les scènes de crime, il y a une scène qu'on ne voit jamais dans les séries, c'est que quand la scène est terminée, on ressort, et qui est-ce qui nous attend? Eh bien, la famille, les proches, qui sont là, affolés, auxquels il va falloir donner des mots de compassion, les premiers mots qui peuvent un peu rassurer, et ils sont terribles, ces premiers mots, y compris dans leur expression. Je dis toujours que quand on va conduire quelqu'un à l'hôpital décédé, qui décède d'une mort naturelle, il va aller dans une chambre mortuaire. C'est sa dénomination. Ça n'a pas du tout le même goût qu'une morgue. Imaginez que pour un proche décédé, un de vos proches décédés, je vous dise d'aller à la morgue. C'est un mot terrible. Je vous vois grimacer. Oui, bah oui, c'est pas agréable à entendre et ça fait froid dans le dos quand même. Ça fait froid dans le dos. Oui. C'est le même endroit. Mais cette idée de dire d'aller à la chambre mortuaire, c'est un respect, c'est un endroit où on va se reposer pour l'éternité ou pour un certain temps, quelle que soit votre croyance. En tout cas, c'est un moment de repos. Et la famille a besoin d'un repos. Ça, c'est pour une mort qui est prévue, attendue. Les morts à l'hôpital, ce sont des gens malades, principalement, qui vont décéder de leur maladie. Et d'une certaine façon, on s'y fait, on l'accepte, on le comprend. Vous imaginez qu'une mort brutale, c'est terrible, et qu'une mort brutale criminelle, c'est encore plus terrible. Alors vous imaginez les premiers mots importés, c'est pour ça que sur les scènes de crime, c'est moi qui demande toujours à intervenir auprès des familles, à les voir, parce que beaucoup mieux que l'enquêteur, qui va être un petit peu embêté par ces termes ou brusque, il faut quelqu'un qui ait plus de rondeur dans la façon de dire les choses. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas un constat très objectif et que devant une cour d'assises, je décrirai au détail près la nature de la mort de la personne que je viens d'examiner. C'est autre chose. Là, c'est un moment où il faut comprendre aussi une certaine forme d'apaisement qui nous permet aussi d'être serein sur nos exploitations, des tracés indices, c'est-à-dire sur le terrain, et d'apporter tous les éléments, de rechercher de l'ADN, de rechercher des traces, de rechercher avec les techniciens de police technique et scientifique une marque de pas, un élément qui peut être intéressant. Donc, on est très objectif et on n'oublie pas qu'il faut savoir aussi dire les choses sans brutalité. Vous me parlez de l'approche avec les familles des victimes. Est-ce que vous avez une formation à suivre? Est-ce que vous avez
en tête un protocole pour pouvoir expliquer qu'est-ce qui est arrivé à une personne? Alors, ces protocoles-là, ça existe un peu, ça s'appelle l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Donc, dans un guide infirmier des urgences dont je suis l'auteur et qu'on republie régulièrement, on aborde cet élément-là. C'est quelque chose qu'on connaît, qui est important, parce que l'annonce de la mauvaise nouvelle, eh bien, c'est important que la médecine légale, qui est une médecine hospitalière, elle sache le faire, mais on sait le faire plus ou moins. Et évidemment, nous qui sommes confrontés à la mort quotidiennement, pour des constats de décès, pour des morts accidentelles et puis des morts criminelles, eh bien, cette confrontation à la mort et à son environnement fait que on a une façon de dire les choses. Donc, progressivement, s'il y a un protocole où effectivement on va éviter de dire des mots violents, d'amener des choses difficiles, on a aussi cette approche. Et puis, on a l'approche de la discrétion. Parce que n'oubliez pas qu'à partir du moment où on amène le médecin légiste, on est dans une enquête judiciaire, et donc je ne vais pas avoir à communiquer à la famille ou aux proches les causes du décès. C'est du domaine du rapport qui est destiné à l'enquête, au procureur, à la justice. Donc ce sont des éléments où effectivement il y a une communication qui est une communication d'humanité, et puis il y a un rapport et des éléments très techniques, parce qu'on est là pour faire la deuxième partie du mot, du terme. On est le légiste, on est véritablement celui qui va permettre d'avancer dans les premiers temps et de distinguer le coup de hache d'un coup de couteau, ou la plaie par verre, ou la plaie par un bris d'assiette avec une plaie par céramique. Et selon vous, qu'est-ce qui est le plus difficile à autopsier? Un mort ou un vivant? Alors, quel est l'abord le plus difficile? La parole, parfois, elle peut être extrêmement rude. J'en fais état dans Médecin légiste pour les morts et les vivants. Il y a un récit qui est un récit qui commence par les mots d'une petite fille qui annonce et qui raconte des abominations de nature sexuelle que lui ont fait subir 3 frères. Et ces mots même, ces mots d'enfant, ils sont d'une puissance terrible. D'une puissance terrible. Et entendre ça, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement délicat aussi de pouvoir examiner, et d'examiner complètement, correctement, en recherchant des preuves, en allant faire des prélèvements. On est sur la scène de crime qui est aussi le corps de la victime, et le corps intime de la victime. Donc vous imaginez que là, on doit être précautionneux. Et puis, il y a des difficultés sur l'autopsie et parfois des choses qui sont difficilement soutenables. On supporte mal la mort de quelqu'un de jeune, la mort brutale de quelqu'un de jeune, la mort brutale de quelqu'un de très jeune où on espérait qu'il ait la plus longue, la plus belle vie avec un corps qui, en plus, souvent sont des images choquantes parce que les corps sont beaux parfois. Et vous dites non, c'est pas possible. Vous imaginez que inerte, la beauté inerte, c'est une statue. Mais la beauté inerte, ça peut pas être un corps. Là, et quelquefois, il y a cette beauté inerte, et vous voudriez lui redonner vie, et on ne peut pas. On ne peut pas. Donc, cet abord, il est parfois difficile. Il y a des considérations éthiques, il y a des considérations philosophiques derrière ça. On est aussi fait partie des médecins qui vont au-delà de la médecine. On est médecin légiste pour les morts et les vivants, c'est-à-dire qu'on va plus loin que les autres médecins, puisqu'on va post-mortem. Les autres médecins s'arrêtent à cette limite. Une fois que le patient est décédé, il n'y a plus d'action de la médecine. Eh bien, nous, notre médecine va encore plus loin. Elle va encore plus loin, et donc nous apporte des connaissances qui sont des connaissances très particulières, y compris la connaissance du corps. Et à l'heure actuelle, même les jeunes étudiants en médecine sont peu habitués à l'autopsie. L'autopsie, le fait de connaître en interne un corps, est quelque chose qui redevient un savoir très particulier. Et on peut très bien, à l'heure actuelle, être chirurgien et ne faire que des célioscopies, c'est-à-dire juste voir de son patient un petit trou sur la paroi et rentrer un célioscope. Nous, on a accès à la totalité des entrailles de l'intérieur du corps. Vous voyez que cette médecine-là, elle nous amène plus loin, elle doit être source de connaissances,
mais des connaissances à maîtriser, parce que plus on a de connaissances, plus on a une sorte de pouvoir, ou du moins d'une connaissance particulière, et plus il faut savoir la maîtriser. Et comment ça se passe une autopsie en général? Alors, aujourd'hui, les techniques pour la médecine légale thanatologique, post-mortem, elles sont multiples. D'abord, il y a des techniques d'examen externe. Ça commence par là, sur un corps, parce qu'on va essayer de relever toutes les effractions, toutes les lésions. C'est très important à l'heure actuelle, parce que c'est là où on va pouvoir gratter des ongles pour essayer d'avoir l'ADN d'un éventuel auteur, relever des traces qui sont des traces cutanées. Donc vous voyez que toute cette partie-là, qui n'était pas une partie classique de l'autopsie, avant l'ADN, avant la possibilité de faire des empreintes digitales performantes, aujourd'hui, c'est une première part assez importante. Et puis de photographier, éventuellement de photographier suffisamment bien pour pouvoir reproduire en 3D l'objet qui a occasionné les lésions. Aujourd'hui, en faisant des photos à bord rasant et avec des éclairages spécifiques, on peut reproduire la taille et la forme de l'objet, comme si on moulait un petit peu sur un endroit. Le deuxième temps, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle la virtopsie. L'autopsie virtuelle, c'est quoi l'autopsie virtuelle? C'est la réalisation de scanners 3D sur des corps pour pouvoir analyser toutes les lésions du corps avant la moindre effraction, avant d'abîmer le corps. Parce que quand on va inciser, on va forcément l'abîmer, changer. Donc repérer tous les éléments, repérer de l'air à l'intérieur du corps. Par exemple, un coup de couteau va pousser une petite bulle d'air jusqu'à l'extrémité de la pointe, qui est ensuite retirée. Et nous, on va pouvoir dire jusqu'où le couteau a été mis, simplement en regardant la position exacte de la petite bulle d'air. Tout ça étant mesurable en millimètres, sans toucher le corps. Merveille de la science. Le corps pouvant être totalement modélisé, bougé, remué. Ça a des grandes importances, parce qu'un corps de 100 kg sur une table d'autopsie, pour le retourner, c'est pas forcément très commode. Et bien là, on va pouvoir le tourner, le bouger, regarder à l'intérieur, virtuellement enlever un élément. Tiens, il y a l'os du bassin qui nous gêne dans un projectile qui a traversé tout le pelvis. Eh bien, on va virtuellement retirer le bassin. Si on doit le faire véritablement sur une autopsie, c'est un travail de plusieurs jours. Il va falloir l'enlever, disséquer complètement, enlever, c'est quelque chose de très compliqué. À la suite de quoi, si on a tous ces éléments-là, on peut reconstituer totalement le corps, le reconstituer en 3D, avoir les images, regarder la peau, regarder le muscle, regarder l'os, regarder les lésions pulmonaires, passer dans les vaisseaux, faire des tas de choses très compliquées. Et il ne nous reste plus qu'à faire l'autopsie, si besoin. Je dis bien si besoin parce que beaucoup d'indications de l'autopsie classique, ancienne, tombent avec cette virtopsie. Quand vous avez quelqu'un qui est écrasé par un véhicule, eh bien, on a le véhicule, on a le conducteur du véhicule, et on a toutes les lésions qui sont parfaitement faites. Ça veut donc dire qu'on peut donner une réponse judiciaire dans le temps de la flagrance, dans les 48 premières heures, apporter tous ces éléments et conserver le corps, parce qu'on est à l'heure de la conservation des traces et indices, et donc on va conserver le corps dans son meilleur état possible, virtuel certes, mais totalement conservé. Et si dans 6 mois, 1 an, il y a une question d'expertise qui se pose, le piéton n'était pas debout quand le camion l'a heurté, il était déjà au sol. C'est donc pas moi, chauffeur, qui l'ai écrasé, il était déjà heurté, donc il y a un autre tiers à voir. Et bien on va pouvoir ressortir le corps, virtuel, mais ressortir. Le mesurer exactement, regarder les points d'impact, et éventuellement modéliser la scène, parce que maintenant les scènes de crime sont modélisées, il y a une possibilité. Il y a même la possibilité avec le système Janus qu'a la gendarmerie nationale de transférer la scène de crime à des enquêteurs qui sont à l'IRCGN, c'est-à-dire que sur place, au fond de la Lozère, il y a une équipe de gendarmes qui va modéliser en 3D la pièce où s'est passé le crime. On va en faire autant avec le corps et on va pouvoir transmettre aux enquêteurs plus chevronnés les images numériques et on va pouvoir analyser les positions du corps. Et par exemple, en termes de balistique, c'est ultra utile. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déterminer exactement un angle de tir. Donc on est passé dans le 3D. Et
pour revenir à la question que vous me posiez avant, en disant pourquoi c'est passionnant, vous voyez qu'on a commencé avec de l'imagerie tout à fait classique et de l'autopsie, et puis quelques années après, on en est à faire de la 3D, de la virtualité, de travailler tout à fait différemment, correspondant à une médecine légale qui a toujours été très en avance sur les sciences. C'est la première à utiliser les groupes sanguins. Quand ils sont créés, quand ils commencent à les connaître au début du XXe siècle, eh bien, les premières pour l'identification. La médecine légale va prendre ça. C'est la première à utiliser la photographie. La photographie arrive, on s'aperçoit que c'est extrêmement intéressant. Et Bertillon commence à faire de l'anthropométrie et des photos sur un espèce de fauteuil rigide qui est encore au musée de la police, et où on voit les gens qui sont comme ça et qu'on va photographier. Donc, toutes les techniques ont été successivement utilisées. Moi, je suis entré avec les empreintes génétiques. Les empreintes génétiques, 1985, il y a Jeffreys qui les utilise, on commence à les utiliser, et vous n'êtes pas sans savoir le tueur de l'Est parisien, Guy Georges, toutes les grandes affaires qui ont eu lieu et qui ont été autour des empreintes génétiques. Je raconte d'ailleurs dans l'ouvrage, dans Médecin légiste, je raconte une histoire extraordinaire d'empreintes génétiques, puisque c'est celle d'Angélique Dumetz, un suivi de meurtre. On a l'ADN de l'auteur, on n'a pas son nom puisqu'il n'existe pas le fichier national des empreintes génétiques. La famille va se battre pour ce fichier national des empreintes génétiques. L'avocate, Maître Bélier, va se battre. Le fichier national des empreintes génétiques va être utilisé. Et 10 ans après, je retrouverai cet auteur coupable du meurtre de sa femme, coupable de se suicider, et qui donnera la réponse à l'affaire Angélique, malheureusement pas jugeable puisqu'il s'est donné la mort, et avec une clé supplémentaire que je révèle dans l'ouvrage, parce qu'il a même conservé la même arme, donc une volonté criminologique. Donc vous voyez que notre monde, il est essentiel, il est dans le judiciaire, il est au contact des uns et des autres, et plus je réponds à vos questions, plus je vois que j'aborde des techniques. Vous voyez qu'on est avec le laboratoire, la police technique et scientifique, et puis les analyses des empreintes génétiques. Donc c'est les grands laboratoires de police qui sont progressivement organisés en France. L'imagerie, les progrès de l'imagerie, la définition, plus tout ça avance et tout ça bénéficie à la recherche de la vérité, qui est en fait l'idée de la médecine légale. Et quelle est l'erreur à ne surtout pas commettre lors d'une autopsie ou de manière plus générale dans la médecine légale? L'erreur à ne pas commettre, alors la première, c'est de négliger les éléments. C'est-à-dire qu'une scène de crime mal traitée ne pourra plus jamais être bien traitée. On s'acharnera, on fera des tas de choses. C'est irréversible. Quasiment irréversible ou extrêmement compliqué. On va prendre le petit Grégory. Le petit Grégory, aujourd'hui, l'affaire sort en 48 heures. On fait des empreintes génétiques sur les liens, on prélève les 100 habitants pouvant être concernés et on a l'auteur. Ça s'est passé très différemment. Et la deuxième erreur, c'est de croire, de prendre une hypothèse au départ. Cet homme est triste, il a un fusil à côté de lui, c'est donc un suicide. Cet homme était triste, il y a un fusil, on n'est pas sûr que ce soit lui qui l'ait tenu. Est-ce que l'angle de tir est le bon? Est-ce que c'est pas un joli mobile pour pouvoir l'assassiner? Donc tout le temps, il faut avoir la curiosité. Le défaut de curiosité et le défaut d'ouverture d'esprit, c'est fondamental. Les grandes erreurs médico-légales se voient là. On peut prendre des anciens. On va prendre, au 19e siècle, Vacher, le célèbre tueur en série, le tueur de bergers et de bergères qui va voler, tuer et éventrer en partie, est une pathologie psychiatrique pure. Lacassagne a l'idée, Lacassagne, grand professeur de médecine légale de Lyon, a l'idée à l'époque de faire des criminels nés, une espèce de personnage qui n'est pas fou, mais qui peut être uniquement mu par le crime. Et il va l'utiliser comme ça. Vacher va aller jusqu'à la guillotine en imaginant qu'il est saint d'esprit alors qu'il est totalement fou. Donc le côté « je crois à mes idées, je suis expert, donc je sais »,
c'est la pire des erreurs. On doit toujours admettre le doute, on doit toujours avoir une démarche très scientifique. On a par exemple dans des déterminations d'âge des marges. On a dans des déterminations, des datations de la mort, des marges aussi. Et je crois qu'à l'heure actuelle, l'arrêt de la montre connectée ou le dernier SMS ou utilisation par la personne de son téléphone portable est plus intéressante pour la datation du décès que l'estimation médico-légale qui va forcément être très large si on veut être scientifique. Il n'y a que dans les séries les mauvaises où le légiste dit « il est mort à 18h47 ». D'accord. Les premières avec Sherlock Holmes, la montre se cassait et donnait l'heure. Mais voilà, ce n'est pas le cas. Et donc, il faut avoir cette curiosité, cette rigueur, le fait d'avoir une idée préconçue dès le départ ou de vouloir faire de quelqu'un un coupable, eh bien, c'est une idée fausse. Dans votre livre, vous racontez qu'il y a un bébé qui a été secoué par son père. Il a été sauvé in extremis par un neurochirurgien. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, je suppose que c'est plus difficile les autopsies sur des enfants que sur des adultes. Alors, comment l'appréhendez-vous, en fait? Alors, heureusement, celui que je décris a été sauvé par le neurochirurgien. Je dis heureusement, mais il y a toujours les séquelles. Et bien évidemment, chez les enfants, c'est quelque chose de très difficile. Très difficile. Ça nous ramène à notre enfance, ça nous ramène à nos enfants, ça nous ramène à nos petits-enfants, si la carrière s'avance. Cette confrontation-là avec quelque chose d'impossible, la mort, elle ne doit pas toucher, dans nos esprits, elle ne doit pas toucher quelqu'un de jeune en bonne santé, encore moins quelqu'un de très jeune, c'est très difficile. Donc on a besoin d'une distance, c'est la même chose qui va beaucoup nous toucher dans les agressions et dans les agressions sexuelles sur des mineurs, qui sont des choses qui sont du domaine de l'intolérable. On ne peut pas les imaginer, pourtant elles sont là et elles sont nombreuses. Et vous racontez avoir autopsié une femme qui subissait des violences conjugales par son mari, avec qui elle avait 4 enfants. Et un peu plus tard, on vous appelle parce qu'il y a un corps qui a été retrouvé, un corps calciné. Et c'est exactement la même femme que vous avez autopsiée beaucoup plus tôt parce qu'elle subissait des violences conjugales. Comment vous avez réagi quand vous avez compris qu'il s'agissait de cette femme-là? Alors on est toujours très gêné lorsqu'on a examiné, pas autopsié, mais examiné une personne de son vivant, qu'on a vu le danger, qu'on a essayé de prévenir, de déclencher les éléments, et qu'on va avoir malheureusement la preuve qu'on avait raison sur la dangerosité de l'auteur. C'est toujours très difficile. C'est une sensation d'échec. C'est une sensation d'échec. J'ai quelques sensations d'échec. J'ai des sensations d'échec, notamment une qui me revient sur un infanticide absolument avéré, qui est passé autrement pour la justice parce qu'on a cru que c'était éventuellement une grossesse ignorée par la mère. C'était pas le cas, c'était pas la modalité. Donc ces éléments-là sont difficiles, mais on n'est pas juge, et on n'est pas celui qui va donner des peines et les avoir. Par contre, ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, quelqu'un qu'on aurait voulu protéger, on ne puisse pas le faire. Ça implique que derrière, on fasse beaucoup de choses sur la prévention, sur des phénomènes, puisque la violence, elle s'est beaucoup déplacée à l'intérieur des maisons. 60% à l'heure actuelle des violences faites aux personnes sont au domicile, sont intrafamiliales. Ça veut donc dire aussi que l'auteur de ces violences, c'est pas forcément un affreux qui traîne junkie avec des antécédents longs comme ça. Ça peut être n'importe qui. Une des pires histoires que je connaisse d'un homme soumettant sa femme à des multiples par d'autres hommes qu'il fait venir et qui lui impose ça est un militaire, un officier. Donc quelqu'un d'irréprochable, le brave monsieur qui, au contraire, apparaît à tous les 11 novembre dans sa tenue rutilante.
Et avec la difficulté de faire admettre. Et ce que l'on entend, ce que l'on voit, la nature des violences auxquelles on est confronté, qui sont des violences modernes aussi. Les violences, elles sont celles du temps. Quand il y avait au début du 19e siècle ce qu'on appelait les chauffeurs, c'est-à-dire des gens qui venaient dans les fermes et qui chauffaient les pieds des paysans avec les tisons du foyer pour leur faire avouer vous avez caché leur argent ou leur or, qui avait terrorisé à un moment les campagnes. Il fallait qu'il y ait des fermes isolées, des foyers, qu'on ait tout le temps une marmite dans le feu du foyer de la maison. Aujourd'hui, on a évolué, ça ne se fera pas, mais on va voir des gamins qui sont battus. Celui d'hier, il est battu en disant « il m'a fouetté avec le câble HDMI des consoles ». On a changé, on n'est plus à sortir la ceinture. On est à faire du harcèlement et du cyberharcèlement parce qu'on en a tous les moyens techniques. Si on veut être dans le mal, on peut utiliser ces moyens-là, donc on va utiliser nos moyens modernes. On va être énormément dans les violences que l'on voit sur des schémas qui sont calqués sur les schémas de la pornographie. Et les schémas de la pornographie qui sont violents. Les affaires, elles sont là. Il y a des affaires qui sont jugées. Il y a des actrices qui disent on n'était pas actrices, on était visés par des groupes. Il y a eu l'affaire Pellico. Donc, toutes ces histoires-là, elles nous mettent bien en face d'une réalité qui est la réalité d'aujourd'hui, du XXIe siècle, qui est choquante, qui est dérangeante, mais qui est celle qu'il faut prendre aujourd'hui. Et notre violence et la nature de sa violence, elle évolue. Le médecin légiste du 19e ne voit pas exactement les mêmes choses qu'au XXIe siècle. On ne tape plus les enfants régulièrement à coups de règle, mais on va avoir des violences psychologiques, on va avoir des choses du domaine du harcèlement, on va avoir et des gamins qui vont être tout aussi mal. Donc le problème n'est pas comment on va exercer une violence, c'est plutôt quelle est la nature de la violence et comment on va faire pour éviter qu'elle se reproduise. Et on voit bien l'évolution aussi pénale. Le code pénal est un code en permanence changé, en permanente évolution, parce que de nouveaux délits, de nouvelles façons d'exister arrivent. La définition du viol, aujourd'hui, elle est encore changée. Le consentement vient d'entrer. Mais avant, il y avait aussi le fait que était considéré comme un viol, le fait d'être pénétré par un mineur qu'on avait conditionné pour faire ça sur soi-même. Parce que bon, ça a été détourné. Des définitions du viol qui correspondent à des schémas qu'on n'imaginait pas. C'est plus et l'agresseur n'est plus un agresseur sauvage. Ça existe toujours ces éléments-là. Mais la violence, elle est souvent à l'intérieur des maisons, et terrible, avec quelqu'un sur lequel, qui d'apparence, à l'extérieur, va sembler irréprochable, et qui a des liens avec la victime, d'où la difficulté des victimes de parler suffisamment tôt avant que ce soit l'irréparable. On a l'illustration tout le temps avec les féminicides, malheureusement, chaque jour ou presque, en tout cas tous les 3 jours, on ajoute un nom sur une liste que je vois défiler. Le mari qui a tué sa femme, qui l'avait violentée avant, va se suicider et vous devez aussi l'autopsier. Et comment vous pouvez... est-ce que dans votre esprit, vous faites une différence entre le meurtrier et la victime? Parce que là, par exemple, dans ce cas-là, vous étiez amené à autopsier les deux. Alors, lors de l'acte technique, on a vraiment besoin de se concentrer sur des constatations. D'abord parce qu'on est là pour apporter des éléments judiciaires extrêmement solides. Deuxièmement, parce que mentalement, c'est vraiment très important de savoir dans quel cadre on va agir. Si on agit avec un parti pris, en disant lui est le vilain, elle est la gentille, ou ça doit être lui qui a commencé, ce sont 2 personnes qui se sont battues, qui sont encore vivantes, on a l'a priori et on laisse la part à l'erreur. Donc, c'est important d'avoir cette partie-là. C'est important pour chasser l'erreur. C'est important aussi parce que quand on a des situations difficiles à vivre humainement, on a besoin de se dire « je suis un professionnel
confronté à des choses très difficiles. Donc je vais travailler comme un professionnel. On est à quelques jours du 25e anniversaire du Concorde. J'ai fait le relevage, j'ai fait l'identification des victimes avec, sur place, 78% des victimes qui avaient pu être identifiées. Parce que c'était un décollage, parce que c'était un petit appareil, parce qu'il y avait une liste des passagers, parce qu'il y avait plein d'éléments. Mais si on prend ça, en plus un phénomène international parce qu'en plus les passagers étaient allemands pour la très grande partie. Si on se laisse absorber par ça, on n'est plus dans son constat, on n'est plus dans ses éléments, on est désorienté. Donc on a besoin de ça. Lorsque j'interviens sur la mort des frères Kouachi, on est dans plein Charlie Hebdo, la France entière est en train de bouger. La France entière va se lever quelques jours après et avoir cette immense manifestation pour on est Charlie. Sur ce moment-là, c'est pas ce qu'on me demande. On me demande pas d'être. On me demande d'apporter des éléments techniques, de faire en sorte que le parquet national antiterroriste, parce que là on est monté d'un niveau, puisse avoir des éléments qui sont fiables pour son enquête de parquet national antiterroriste. Donc ces éléments-là, ils sont très importants. Et si on les prend en direct et qu'on se laisse imbiber comme des gens externes, c'est très difficile. C'est pour ça que tous les professionnels qui interviennent sur des scènes de crime, qui interviennent avec moi, ont un rôle à jouer. Je dis, on n'entre pas sur une scène de crime si on n'a pas quelque chose à y faire. Vous avez à prendre des notes, vous pouvez entrer. Vous avez à prendre des photos, vous pouvez entrer. Habillé, mis en tenue blanche, en ayant mis un masque, des gants, tout ce qu'il faut pour intervenir sur cette scène. Et ça veut dire que vous êtes donc professionnel sur cette scène-là. Et que même si les choses sont difficiles à voir, voire intenables, vous êtes intervenu comme professionnel. Vous avez vu des choses difficiles comme professionnel, pas comme témoin. Et ces choses-là, comme témoin, sont insoutenables. Et donc celui qui regarderait ou qui viendrait voir pour voir va prendre des images qui sont extrêmement difficiles et ne va pas avoir d'utilité, va donc perturber et polluer la scène et les traces et indices. Ça, c'est le côté très médico-légal. Au point de vue psychologique, il va se charger d'images extrêmement difficiles. Toujours plus difficile pour un témoin qui va être totalement inactif sur un accident de la voie publique, de regarder la personne en train de gémir. Par contre, s'il prend un téléphone et qu'il appelle les secours, ou s'il fait des signes pour qu'il n'y ait pas un suraccident avec d'autres véhicules, il va avoir vu les mêmes choses, mais il va les avoir agi. Il va s'être situé. Et donc mentalement, c'est beaucoup plus facile. Il a eu un rôle à tenir. Le rôle de celui qui va regarder va être très difficile. Donc on est toujours dans les choses délicates. Notre médecine, c'est une médecine de l'excès de la violence, de l'excès. On est dans des choses où l'humain nous heurte. L'humain nous heurte parce que il va faire exactement tout ce qu'on ne voudrait pas qu'il fasse. Et ça nous amène à des choses qui sont parfois du domaine de l'indicible. Là, en l'occurrence, vous parlez de choc. Vous, comment vous gérez vos émotions quand vous assistez à des scènes qui peuvent être très, très choquantes ? Alors, il y a toujours un temps où effectivement la conduite professionnelle doit être très très forte, nécessaire. Et plus la scène est choquante, plus on doit se situer et se resituer et se reconditionner en tant que professionnel. Je fais quelque chose, je suis. Et puis, il y a toujours dans les scènes où lorsqu'on voit des victimes avec des choses très difficiles à entendre, il y a toujours la nécessité de, parfois un temps avant la rédaction. La rédaction de nos rapports ou tous nos éléments. On va prendre un peu ce temps de réflexion pour pouvoir ne pas écrire à chaud et ne pas écrire dans ce qui peut être l'émotion. Et puis après, on a besoin de beaucoup d'équilibre. Beaucoup d'équilibre. Donc le fait de le trouver, d'avoir, heureusement, une compagne compréhensive et des moments de tranquillité, c'est absolument nécessaire. C'est un métier où le déséquilibre peut guetter. Ce sont des métiers difficiles. C'est l'exposition que peuvent avoir
des policiers qui vont faire des choses. Et il y a des choses que je ne ferai pas. Je ne voudrais pas, par exemple, être un des policiers ou des gendarmes qui visionnent des scènes dans des violences pornographiques. Ils sont obligés de regarder le contenu d'un ordinateur, qui pour moi est l'abomination des abominations. Enfin, déjà entendre les enfants raconter ça, c'est extrêmement difficile. Être confronté avec le réel et en permanence. D'ailleurs, ils le savent, et ils ont un soutien psychologique et plein de choses. Donc nos métiers nous exposent à avoir des choses très difficiles qui sont du premier rang. Hein. On est les soldats au front de la première ligne. Hein. Donc rien ne nous est épargné. On est là. Hein. On est véritablement sur place. Est-ce que vous, en tant que médecin légiste, vous pouvez avoir besoin d'un soutien psychologique? Alors le soutien psychologique, oui, c'est intéressant. Heureusement, dans nos équipes aux unités médico-judiciaires, il y a des psychologues et on débriefe les cas un peu plus difficiles. Et on voit que, d'ailleurs, le soutien, dans les histoires qu'on a eues, des histoires importantes, difficiles, d'incendies dans des maisons avec une partie de la famille rescapée ou non, enfin, des choses vraiment tout à fait dramatiques, eh bien, on s'aperçoit que les gens qui sont un petit peu plus loin dans le service et qui font qu'accueillir ou prennent beaucoup des histoires que les gens vont parler, et ceux qui ont un rôle professionnel ont besoin de ça. Le jour où ça me débordera psychologiquement, je pense que j'arrêterai. Par contre, j'utilise beaucoup tout ce qui est le fait d'écrire. Hein, ces livres-là, ils disent des choses, ils permettent un petit peu d'évacuer. Le fait d'écrire aussi professionnellement, faire des ouvrages, des conférences pour des professionnels, de la formation, nous permet de dire « j'ai vu des choses qui sont intolérables, mais c'est utile parce que je vais l'enseigner à de futurs médecins légistes, je vais l'enseigner à de futurs urgentistes, je vais l'enseigner à de futurs officiers de police judiciaire, et leur apporter des éléments qui vont être utiles. » Là encore, le côté « je me place en professionnel » fait que ce que j'ai vu me permet de tenir un petit peu de façon stable. Oui, plus je parle, plus je pense que la stabilité dans ce métier est importante. Vous intervenez dans une maison de retraite où les pensionnaires sont maltraités et pour certains vont potentiellement en mourir de ces maltraitances. Vous le dites dans votre livre que ce sont potentiellement des confrères qui en sont responsables. Vous, qu'est-ce qu'on peut ressentir? Comment vous acceptez cette chose du fait que ce sont des confrères qui peuvent commettre ces abominations? Là, c'est très difficile. Effectivement, quand on est confronté comme médecin légiste aux morts et aux vivants, ben là, on a cette découverte-là qui est sur la dénonciation, le signalement en tout cas par un des aides-soignants en disant c'est intolérable ce qui se passe, et on va découvrir une maison de l'horreur avec des personnes véritablement laissées à l'abandon, dégradées, abandonnées. Et cette grande indifférence, alors des familles qui ne viennent pas les voir et qui les laissent là, des soignants qui acceptent ça, ben, elle nous interroge beaucoup. Elle nous interroge beaucoup sur ce qu'on peut admettre, sur nos devoirs éthiques. Ce qui est important à ce moment-là pour le médecin légiste, c'est de dire que la personne n'a pas eu les traitements adéquats, n'a pas eu ces éléments. Il faut bien rester aussi dans notre position. Je ne suis pas juge, je ne suis pas le conseiller ordinal, donc je n'ai pas à me prononcer, même si j'ai un avis, mais qui est un avis en dehors de ce qui m'est demandé. Mais ça ne peut que me renforcer en disant « je vais essayer de dégager un peu plus d'humanité » moi, dans mon exercice, parce que ce que j'ai vu m'a choqué sur ce que je croyais être la médecine et son engagement, et c'est véritablement des choses très importantes. Mais
l'histoire recèle de médecins pas terribles, voire même de médecins abominables. N'oublions pas qu'un des procès de Nuremberg n'a concerné que des médecins, avec encore des choses qui ont été longtemps gardées. Il y a assez peu de temps, la faculté de médecine de Strasbourg s'est défait d'un lot de pièces anatomiques précieusement conservées qui étaient simplement des pièces anatomiques des déportés qui avaient été victimes d'expériences monstrueuses au temps du Struthof, dans le camp du Struthof qui est pas loin de Strasbourg. Et est-ce qu'aujourd'hui vous savez pourquoi vos confrères agissaient ainsi envers? C'est parce qu'il y avait un manque de temps, un manque de matériel? On sait que dans les maisons de retraite, souvent le personnel est très très débordé. Là, est-ce que vous savez quelle est la raison de... Alors, il y a toujours des enchaînements. Là, on descendait peu à peu de niveau de maison de retraite. C'était des gens qu'il était compliqué de garder parce qu'ils nécessitaient beaucoup de soins, mais qui n'avaient pas en même temps de prise en charge sociale suffisante, ou des familles avec les moyens pour leur accorder une prise en charge adéquate. Et on finissait par les accepter, et tout le monde fermait un peu les yeux sur le fait que c'était un peu moins bien, mais que sinon ils devaient être au domicile. Enfin, les institutions aussi, les institutions de contrôle, elles existent. Il y a des agences régionales de la santé. Donc tout le monde a un peu fermé les yeux sur ces histoires. C'est toujours des petits glissements qui amènent. Vous savez, dans l'histoire, on voit toujours des petits glissements de disparition d'une liberté, puis d'une deuxième, puis d'une troisième, les petits glissements d'un mauvais comportement éthique et qui en génère un autre, puis un troisième, tout doucement. Il n'y a pas brusquement, on ne passe pas du blanc au noir, il y a toujours un espace de gris. Donc ça nous interroge beaucoup, la médecine légale, elle nous interroge franchement. Mais je vais me retrancher derrière un petit peu mon droit de réserve, puisque je suis toujours en exercice et très activement. Mais j'aurais sans doute beaucoup de choses à dire sur le plan éthique, mais ce sera l'objet d'un autre livre. Parce que, effectivement, ce qu'on voit là, notre approche, l'approche du médecin légiste, il est pas loin d'approcher l'âme humaine d'une certaine façon, sur des côtés de noirceur, et c'est cela qui nous intéresse finalement. Est-ce qu'on réussit à s'habituer aux morts ou à l'odeur ou... Alors, tout ce qui est l'odeur de la mort, l'aspect, la violence, on finit par s'y habituer. On finit par s'y habituer en tant que professionnel. On est toujours choqué par la différence, je le raconte, par la différence entre ce corps qui devrait être un corps en pleine vie et la mort qui l'a frappé. C'est toujours très difficile. Moi, je pense que c'est en tout cas plus difficile pour un professionnel que de voir un corps qui est désarticulé. Alors c'est une image absolument odieuse d'un corps désarticulé pour quelqu'un qui n'a jamais vu ça, mais c'est aussi quelque chose qui est loin de la réalité. On n'a plus figure humaine, on va dire. Et le fait de ne plus avoir cette figure, de ne plus avoir le regard de l'autre, Lévinas disait que l'autre était dans le regard, et bien le fait de ne plus avoir ce regard-là fait que on peut prendre une distance, même si c'est très choquant, même si tous les gens nous disent qu'ils sont admiratifs de nous voir travailler. On est simplement très professionnel à ce moment-là, et on prend la distance nécessaire. Mais ce qui va être difficile, c'est la confrontation avec une mort impossible, théoriquement impossible, et puis cette mort qui est là, qui est bien réelle. Donc ça, c'est un choc important, mais qui est beaucoup plus un choc psychique. Et puis tout ce qui est effectivement de cette odeur âcre de la mort, ces aspects-là, eh bien, on finit par s'y habituer, éventuellement utiliser un petit peu des substances pour se boucher un peu le nez, parce que on a des choses qui ne sont pas forcément très sympathiques. Vous êtes intervenu en tant que médecin légiste dans un massacre familial.
Et la mère est totalement défigurée. Elle est méconnaissable. Et vous dites que vous êtes sur les lieux du crime et vous entendez du bruit. Et un peu plus tard, vous apprenez qu'il s'agissait du meurtrier. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire et comment vous avez comment vous avez réagi? Est-ce que vous avez eu peur quand vous avez entendu qu'il était revenu sur les lieux du crime alors que vous étiez en train de travailler? Alors, on est sur une scène d'abomination, c'est un crime familial par un jeune adolescent, un presque adulte, avec un des derniers crimes cannibales en France, puisqu'il y aura même des actes de cannibalisme et de destruction, donc quelque chose d'absolument monstrueux. On est complètement concentré sur une des victimes, elles sont toutes défigurées, c'est vraiment tout à fait dramatique. Et on est dans un grand pavillon, très beau, de grandes pièces, tout propre, sauf les scènes de crime qui maculent ça de sang. Et on entend un peu de bruit. On s'étonne un peu parce que on a demandé que le pavillon entier soit une scène de crime, donc que personne n'entre en dehors de l'enquêteur, celui qui fait les photos, et de moi-même. Donc on est vraiment trois complètement habillés, faisant les scènes avec une rigueur de gendarmerie technique et scientifique, puisque c'est une zone de gendarmerie. Et on va se préoccuper un petit peu de ce bruit, qu'est-ce que c'est que ça? Mais on ne connaît pas la maison, on connaît pas. Et on fait un peu plus de bruit, on se signale vocalement, on s'aperçoit qu'on est au premier étage, puis plus de bruit, et ça va être dans un temps second que les enquêteurs, ayant fait déjà un premier jeu de photos, quand on va intervenir, reprenant le lendemain le même jeu de photos, on s'aperçoit qu'il y a des gouttes des gouttes de sang qui sont surajoutées. Donc il y a bien quelqu'un qui est passé du sous-sol au rez-de-chaussée, ou presque au rez-de-chaussée. On l'a vu commencer l'escalier du sous-sol, et c'est le tueur. Le tueur revenu chercher des armes, il pense qu'il y a encore une machette et des machettes cachées dans une chambre. Il va revenir pour ça. Entendant du bruit, il va repartir. Mais on a failli se trouver nez à nez. Et on apprend ça, et dans le contexte, et dans cette volonté de tuer, rétrospectivement, ça fait un petit peu froid dans le dos. Sur le coup, l'inquiétude n'était pas là, mais en tout cas, très équipés comme nous sommes en tenue quasiment de scaphandrier, on n'est pas dans des facilités de se défendre devant quelqu'un qui arrive avec une machette. Donc je suis là pour raconter qu'il est revenu. C'est une chance, et surtout qu'il n'ait pas monté plus les marches de cet escalier. Comme quoi, la distance entre la vie et la mort, parfois, c'est un escalier. Un seul étage. Maud a été victime d'un meurtre prémédité qui n'a jamais été élucidé malgré une grande enquête. Est-ce que lorsque vous êtes confronté malheureusement à des affaires un peu cold case, est-ce qu'il y a une forme de déception, une forme d'échec? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant que médecin légiste? Alors, on fait totalement partie de l'enquête. On fait totalement partie de l'enquête, et tous les éléments qu'on va essayer de donner vont être des éléments où on espère qu'il y aura, avec les laboratoires de police scientifique qui vont les exploiter, une solution, une réponse. Et on est affreusement déçus quand il n'y a rien. Surtout quand cette mort, elle est d'une violence, d'une brutalité, d'une horreur totale. Une horreur totale que je raconte et qui a été racontée après aussi par Dominique Moll quand il s'en est emparé pour faire le film La Nuit du 12. Eh bien, c'est cette histoire-là, changée de lieu, qu'on raconte. Puis moi, dans mon médecin légiste, que je raconte sur place, sur les lieux. Et donc, c'est des moments où on va véritablement essayer de tout avoir fait, les meilleurs repérages, de donner ces photos plus détaillées aux enquêteurs, de faire un rapport qui va être plus solide, plus axé, de s'enquérir aussi des résultats
de police scientifique. Est-ce qu'on a identifié le comburant utilisé? Est-ce qu'on a des éléments sur le jerrycan qu'on a retrouvé? Donc là, dès le départ, on est dans une totale concentration pour essayer de ressortir quelque chose. Et comme eux, eh ben, on a cette terrible déception. Et terrible déception qui, quand on y réfléchit, est encore plus forte, parce que qui peut attendre cette jeune femme dans un endroit aussi tranquille, en plein milieu de la nuit, en ayant pensé à prendre de quoi jeter un liquide inflammable et un briquet pour l'allumer? Donc c'est bien une préméditation, il y a quelqu'un qui attend. Et si on l'attend, elle, parce que personne ne passe dans cette rue, on y est retourné plusieurs fois, c'est une rue d'un calme total, il doit passer une personne toutes les demi-heures. Donc c'est évident que ce n'est pas quelqu'un qui attend 1 heure le passage d'une personne. Donc il est là pour attendre spécifiquement. Donc c'est un proche. C'est pas un hasard. Elle n'est pas agressée en sortant d'une fête où il y a beaucoup de gens qui peuvent se brasser, se mélanger. Elle est toute seule. Donc ce proche, qui est-il? Et là, ça laisse effectivement des interrogations. On n'est pas loin dans cette histoire d'avoir la même chose. C'est un proche qui a fait quelque chose d'absolument abominable, mais dont on ne connaît pas l'identité. On parlait du petit Grégory tout à l'heure, on est un peu dans ce même cadre-là. Vous imaginez l'envie qu'on peut avoir de connaître le nom, d'avoir cet auteur-là. Et qui peut-il être? Et qui peut-il être pour vivre encore avec ça? Ça, ce sont des questions au-delà de notre entretien. Est-ce que parfois vous êtes amené à témoigner au tribunal? Alors le médecin légiste est un pilier des assises. Le médecin légiste est un pilier des assises pour les affaires criminelles. On est aussi cité quelquefois devant des chambres correctionnelles pour des lésions un petit peu moins importantes. On est massivement utilisé pour toutes les expertises, le dommage corporel, parce que quand la victime l'auteur a été jugé, la victime peut avoir une réparation. Voilà. Cette réparation de dommages corporels, ça revient au début de mon histoire dans la médecine légale, pourquoi j'avais commencé, eh bien, c'est de donner cet élément. Et puis, devant les assises, on va rapporter tout ce qu'on a constaté au départ et être véritablement la pierre d'achoppement sur les constats. Notamment devant maintenant les chambres criminelles aussi, puisque les sont jugés devant des chambres criminelles. Et aussi devant des cours d'assises à huis clos, où on pénètre, et on est véritablement le point, parfois unique, central, des lésions, confronté aux questions des avocats, confronté aux questions de la défense, confronté aux précisions demandées par l'avocat général, et puis aux précisions pour le jury, ou pour les magistrats professionnels si c'est une cour criminelle. Et de plus en plus, on est sollicité aussi très techniquement, parce qu'il y a maintenant un appel d'assises, et dans ces appels d'assises, on voit arriver les ténors du barreau qui font la défense, et on voit arriver ces ténors du barreau qui vont poser des questions très techniques, parce que s'il y a eu des assises et un appel d'assises et déjà une condamnation, la culpabilité de l'auteur est reconnue, plus ou moins, et on va être en train de poser des questions très pratiques en disant est-ce que le coup porté a été la seule raison de la mort? Est-ce que la personne est malade et que le coup a précipité un petit peu, ou que sa maladie a facilité l'évolution vers la mort. Donc on va avoir des éléments techniques, et puis il y a des éléments sur lesquels les avocats s'entourent aussi de conseils, en disant c'est pas possible, l'heure de la datation de la mort n'est pas la bonne, sur quoi vous reposez vous, sur tout un tas de choses. Et ces discussions-là nous obligent à avoir, là encore, une solidité scientifique. Si on ne l'a pas eu au départ, eh ben devant la cour d'assises, on est aussi jugé, et on est aussi jugé pour montrer qu'on a cru à quelque chose, mais qu'on n'a pas apporté d'éléments de vérité scientifique. Et la démarche que j'indiquais, avec dès le départ cette nécessité de rigueur, eh bien, si on ne l'a pas eu, quelque temps après, devant une cour d'assises, on va apprendre qu'il faut l'avoir.
Parce que là, véritablement, on est aussi potentiellement l'échec de ce procès. Si on n'a pas pensé à faire les prélèvements, s'ils ont mal été conditionnés, si on n'a pas ces éléments, on va se retrouver avec, oui, une victime qui déclare avoir été victime d'un... mais pas l'ADN parce que on ne l'a pas pris, on ne l'a pas bien prélevé, on n'a pas eu les bonnes conditions de conservation, on n'a pas pensé en termes de chaîne de laboratoire. Et tout ce qu'on peut imaginer est perdu. Tout ce qu'on peut imaginer est perdu. Donc ça veut dire que notre rigueur scientifique, elle est aussi après notre examen sur comment on va conserver, garder les traitements, les prélèvements, pardon, garder les prélèvements pour pouvoir le mieux les analyser et les apporter devant des laboratoires qui vont être à ce moment-là performants. Et si on y pense 3 jours après, ben c'est trop tard. Donc il faut tout penser tout de suite sans rien oublier. Alors, on a des éléments très protocolisés, à la fois sur des scènes de décès, mais aussi sur des examens de victimes, et notamment des victimes d'agressions sexuelles, où alors là, l'ensemble des éléments sont extrêmement importants. On est le seul sur la scène de crime, parce qu'à l'examen de la victime, il ne va pas y avoir la police technique et scientifique, 15 photographes, etc. Mais quand même, derrière, c'est bien un crime qui est jugé. Il y a bien des peines qui peuvent être des peines extrêmement lourdes. Donc tous nos constats doivent être absolument irréprochables. Il y va de la vérité judiciaire, il y va aussi de la parole qui va pouvoir être portée. Et c'est parfois absolument indispensable. Quand c'est un enfant de 5 ans, il ne va pas porter sa parole devant une cour d'assises. Il n'en est pas capable. Donc il faut qu'on puisse porter sa parole. Je prends exprès le cas d'enfants très jeunes parce que la moyenne, par exemple, la moyenne d'âge des mineurs qu'on examine, c'est 8 ans. Je dis bien la moyenne d'âge. C'est très jeune. C'est abominablement jeune. Est-ce que vous avez déjà été contesté lors d'un procès? Vous amenez votre rapport et un avocat ou conteste votre travail? Alors, bien sûr, il y a des avocats qui posent des questions, et des questions qui sont parfois tout à fait valides. Heureusement, je n'ai pas encore ce genre de choses, mais il y a eu des questions qui parfois étaient tout à fait valides, bien étudiées, importantes. Souvenir de questions posées sur des lésions anales dans des viols avec des pénétrations anales, eh bien, qui étaient vraiment très très solides. On sentait qu'il y avait eu des conseils pour l'avocat. Ça s'est heureusement résolu parce que les questions pouvaient être difficiles par le fait qu'on arrive aussi en ayant lu et en ayant des éléments. Donc, je me souviens que la discussion qui avait été une discussion ardue, c'était soldée par quelques bibliographies données aux avocats, bibliographies scientifiques, pour pouvoir comprendre mieux pourquoi on avait dit telle ou telle chose. Donc, et c'est normal, et c'est intéressant. J'ai eu la grande chance d'intervenir dans des affaires internationales. Comme c'était des Français morts à l'étranger, il y avait l'avis du médecin légiste français et des experts de l'autre côté dans des juridictions qui sont des juridictions où on a la défense et comme l'accusation peuvent amener leurs experts. Hein, on est dans le contradictoire, que ce soit en Amérique du Sud ou aux États-Unis, et c'est extrêmement important, et on a pu discuter et avoir ces éléments-là et échanger ces éléments. Moi, je crois beaucoup à l'existence du contradictoire. On a quitté l'aveu pour aller vers la preuve. Il faut donc qu'on puisse avoir ces éléments-là et ne pas être défaillant dans nos constatations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la responsabilité d'un médecin légiste, surtout dans une affaire criminelle? Le médecin légiste, il va se trouver à être celui qui va apporter les éléments et répondre à toute une série de questions. Il va répondre à qui est-ce? Qui est la victime? Dire, c'est simple, si elle vient d'être tuée, si on retrouve des ossements, eh bien, ça devient difficile. Et donc, il y a la nécessité de pouvoir identifier.
il va répondre correctement à où est-elle morte. Est-ce que le corps a été bougé? Est-ce que la personne noyée est morte ici? Ou est-ce qu'elle a été charriée et donc il faut chercher la scène de crime où elle a reçu les coups et a été jetée dans l'eau un peu plus loin, par exemple? Ou est-ce qu'elle a été mise dans un coffre et transportée? Est-ce qu'elle a été gardée? Alors, je prends des exemples connus, que j'ai vécu, gardée un moment dans un congélateur, puis transportée un peu plus loin. Tous ces éléments-là, on va pouvoir répondre. Donc, le qui, le où, le quand est-ce que ça s'est passé, les éléments de datation, et véritablement d'essayer d'apporter tous les éléments possibles. Et dans le quand a-t-elle reçu tel ou tel coup? Est-ce que ce coup a été reçu après la mort? Est-ce que l'auteur s'acharne sur sa victime, qui est morte? Ou est-ce que les coups ont été portés avant qu'elle ne décède? Est-ce qu'il y a eu une lutte? Est-ce qu'il y a des éléments? Et par exemple, les plaies des mains, les plaies de défense vont pouvoir nous apporter ces éléments et nous retracer les minutes avant la mort. Ce n'est pas la mort qui nous importe, c'est au point de vue de l'enquête judiciaire, c'est comment. Et donc, quand on a dit le quand, on a aussi le comment. Comment est-elle morte? En se défendant, surprise, avec une intoxication qui a aboli ses réflexes, ça a duré longtemps, il y a eu une phase d'agonie, pas de phase d'agonie, etc. Et puis, tout cela étant porté, on va pouvoir donner des éléments sur qui est l'auteur. Quelques éléments. Est-ce que c'est un homme ou une femme? Est-ce qu'il est grand ou petit? Est-ce qu'il a une nécessité d'une force? Ça ne peut pas être commis. Le bébé secoué ne peut pas avoir été secoué par son frère de 6 ans ou de 7 ans. La force n'est pas suffisante pour occasionner ça. C'est bien un adulte. Les coups étant portés, étant plutôt sur la région gauche du corps, il va falloir qu'on cherche plutôt un droitier qu'un gaucher. Ces éléments-là qui peuvent nous donner des premiers éléments d'indication, sans pouvoir donner le qui. Je ne sais pas qui a tenu l'arme. Mais ça aide. Ça aide énormément. Ça veut dire qu'il était tout près. Ça veut dire que comme il n'y a pas de lésion de défense, il a laissé venir la personne. La victime a laissé venir la personne. Tous ces éléments-là vont se rajouter. Et puis il reste une dernière question, c'est celle des assises, c'est pourquoi? Pourquoi a-t-on le tué? Quel est le mobile? Ça, on le laisse de côté, mais c'est une question extrêmement intéressante et qui laisse le champ libre à tous les romanciers, par exemple. Est-ce qu'il y a une affaire qui vous a le plus marqué? Parmi toutes celles dont vous avez traité, est-ce qu'il y en a une qui se démarque? Toutes les histoires que j'ai retracées dans Médecin légiste pour les morts et les vivants, elles sont des histoires qui sont vraiment importantes. Je crois qu'elles sont revenues un petit peu à la mémoire à partir du moment où j'ai pris la plume, ou en tout cas le clavier, et je me suis décidé à écrire des histoires. Je retiens l'affaire du meurtre familial, l'affaire Claveau, par sa violence, par cette détermination folle. Je retiens cette histoire d'Angélique Dumès qui finit par trouver sa solution dans quelque chose de terrible. Je retiens énormément de victimes de violences sexuelles dans le couple. Ou de violences sexuelles sur des mineurs, par leur dire et par la force qu'ils peuvent avoir, qui sont des choses qui restent définitivement ancrées en mémoire. Est-ce que vous avez déjà songé à arrêter? Pour l'instant, grâce à notre ministre, nous avons un temps d'exercice qui se rallonge d'année en année. Mais en dehors des remerciements que je dois à mon ministre de tutelle, je n'ai pas encore rencontré soit le débordement émotionnel, soit la fatigue et le désintérêt. Et je pense que j'ai pu avoir des phases, et j'ai eu des phases de travail différentes, et des implications différentes. Les prochaines seront sans doute beaucoup autour des violences intrafamiliales. Mais les sujets d'intérêt, l'ouverture de cette discipline fait que non, franchement, je n'ai pas envie d'arrêter. Et si la santé me porte encore, j'espère pouvoir apporter
éléments utiles et former derrière moi des générations de médecins légistes qui seront des éléments utiles parce qu'on est aussi des éléments sociaux importants et des éléments qui peuvent aider à la vérité auquel on aspire tous, cette vérité judiciaire, cette résolution des affaires qui nous percute tant quand on a affaire à des cold cases. Selon vous, dans votre métier de médecin légiste, qu'est-ce qui est le plus dur à supporter? Peut-être que la parole des victimes est difficile, très difficile à supporter. On s'aperçoit que le récit de violence et le vécu de ces violences-là est parfois plus difficile. D'abord parce qu'il nous donne une idée de la longueur, de la persistance. On a souvent des victimes de maltraitance, c'est-à-dire que ce sont des violences qui se sont accumulées, qui sont longues. Et les mots propres disent beaucoup de la souffrance de l'autre. On le voit souffrir devant soi, chose qu'on ne voit plus avec la personne décédée, puisque la mort a mis fin à ces souffrances, même si elles ont été vraiment importantes. Et on a cette possibilité. Donc je pense parfois que le vécu, les mots, la violence de situations que racontent les personnes et leurs ressentis est une chose assez difficile parce que là, notre dimension d'aide est parfois insuffisante. C'est peut-être ça le plus dur, je pense. Qu'est-ce qui vous passionne encore après toutes ces années? Qu'est-ce qui vous retient encore? La possibilité, par cette médecine légale, d'avoir une connaissance encyclopédique. Pourquoi? Parce que nos connaissances médicales sont maintenant, en tout cas pour les spécialistes comme nous, très réduites. Le cardiologue va faire de la rythmologie, va s'occuper du rythme cardiaque et va lire des électrocardiogrammes toute sa vie. Le chirurgien va faire de la chirurgie du foie ou du pancréas, mais pas les deux. Je grossis un peu le trait. En tout cas, ils sont restreints. Nous, on a la chance d'avoir une spécialité qui nous permet de connaître des partenaires très différents, qui, en médecin hospitalier, va sortir de l'hôpital. Déjà, on n'est pas que dans l'hôpital, on en sort pour nos scènes de crime, pour nos victimes, pour nos assises. Nous nous confrontons à un autre monde qui est le monde judiciaire, ou de la police, de la gendarmerie, de la justice, au sens large, du social, de l'éducatif, avec nos histoires de mineurs. Donc on a des intervenants et des partenaires de travail qui sont des partenaires différents que le monde médical, et on travaille énormément avec le monde médical et le monde médical hospitalier. On a cette diversité qui nous permet d'avoir des techniques nouvelles. C'est d'empreintes génétiques, révolution à la toxicologie analytique moderne, révolution à l'imagerie 3D, révolution. Et encore, que va-t-on avoir? Et maintenant, sans doute, de plus en plus d'images de synthèse et ce travail-là qui va être véritablement l'apport des années futures. Donc, beaucoup de choses. Et puis, une médecine qui nous permet d'avoir des patients du plus jeune au plus âgé. Nous avons parlé du bébé secoué aux personnes âgées qui se retrouvent dans ce mouroir. Et une médecine qui dépasse aussi les limites de la médecine, puisqu'on s'occupe des vivants, mais aussi on s'occupe des morts, et on passe cette barrière infranchissable qui est celle de la mort. Comment, avec un tel champ de connaissances, possible, je ne dis pas qu'on les a toutes, ne pas s'intéresser, ne pas avoir des éléments qui, chaque jour, nous apportent quelque chose. Elle peut être riche en psychologie légale, elle peut être riche en criminologie, elle peut être riche en sciences pures. Voilà, c'est une spécialité éblouissante. Je ne peux qu'encourager, je suis toujours aussi enthousiaste quand je reçois des futurs médecins en leur disant « Prenez cette carrière, vous n'en serez jamais déçus ». Eh bien, justement, c'est ma prochaine question. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à un étudiant qui voudrait devenir légiste? L'enthousiasme et lui dire que s'il veut faire une médecine qui est à la fois une médecine exigeante, technique, et une médecine de l'humain, il a trouvé, ça s'appelle la médecine légale. Est-ce que vous auriez un dernier mot à nous dire ou un message à faire passer?
Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, il faut véritablement s'engager pour la prévention de ces violences intrafamiliales qui sont véritablement un problème majeur. Et les affaires qui sortent, que l'on connaît, que l'on voit, que l'on entend, même parfois chez des personnes très connues, eh bien, sont importantes pour qu'on voie notre société sous ces angles. Alors, pas sans jugement, mais en disant que notre éducation, notre travail sur nous, fait que on espère que la médecine légale sera de moins en moins concernée par ces violences pour les morts et les vivants dans le futur. C'est un vœu pieux. Bah, écoutez, je vous remercie d'être là. C'est moi qui vous remercie pour cet entretien, ça a été un plaisir. Un plaisir partagé. On peut retrouver votre livre « Médecin légiste pour les morts et les vivants » aux éditions Mareuil. Merci infiniment de votre accueil.